le problème de la guerre en Ukraine, c'est que cette guerre en Ukraine est venue briser un petit peu cette timide tentative je dirais, de remise en ordre du droit et des finances ukrainiennes, par au contraire une explosion de la corruption. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission afin de faire le point sur la situation en Ukraine. Et pour cela, je reçois Charles Danjou, président d'Omerta, qui a un petit mot pour vous avant de commencer. Bonjour Charles. Bonjour Joséphine, bonjour à tous. Oui, chers amis auditeurs, plus que jamais on a besoin de vous. Cette chaîne est régulièrement l'objet de mesures d'invisibilisation, comme d'ailleurs d'autres réseaux sociaux comme Instagram par exemple. Et donc, si vous souhaitez nous soutenir dès maintenant, je sais que au moins la majorité d'entre vous, ceux qui regardez cette vidéo, n'est pas encore abonné à cette chaîne YouTube ni à notre compte Instagram. Eh bien, je vous demande si vous souhaitez qu'on poursuive, puisque le contenu sur YouTube, c'est gratuit, mais ça mérite quand même, vu la qualité et la périodicité des productions, je crois qu'on est à 3 vidéos par jour maintenant, un petit soutien en vous abonnant à la chaîne et en commentant la vidéo, en vous abonnant au compte Instagram d'Omerta, au compte Twitter et pour les plus jeunes d'entre vous, eh bien, au compte TikTok aussi, on a un compte TikTok. Voilà. Ça va nous aider pour le référencement et ça aide à diffuser nos reportages et nos analyses. Voilà, merci à tous par avance. Première question, quelle est l'ampleur des scandales liés à la corruption en Ukraine ? Alors oui, l'Ukraine est touchée par un nouveau scandale de corruption qui, là, concerne vraiment, j'allais dire une fois de plus, mais là, c'est vraiment l'entourage très, très proche, le premier cercle de Volodymyr Zelensky, puisque celui qui est en cause, c'est eh bien, son ancien associé dans la société de production dans laquelle Zelensky travaillait en Ukraine. Il s'agit de Timur Mindich. Et cette fois-ci, on est vraiment sur au moins une centaine de millions d'euros liés à des rétrocommissions dans le secteur de l'énergie. Donc la corruption en Ukraine, c'est pas nouveau. L'Ukraine, depuis les années 90, a toujours été un pays ultra corrompu. Quel que soit d'ailleurs le président ou le gouvernement, la tendance politique au pouvoir en Ukraine. Volodymyr Zelensky, précisément, a été élu président sur la promesse d'abord de régler le problème de la guerre dans l'est de l'Ukraine, de trouver un accord de paix. Deuxièmement, de réduire la corruption qui commence, je dirais, à faire scandale en Ukraine auprès des petites gens, auprès des gens normaux en réalité, parce que tous les Ukrainiens savent qu'il y a de la corruption. Pas mal d'entre eux, d'ailleurs, en bénéficient plus ou moins avec ce qu'on appelle le travail au noir. C'est très, très développé dans les pays de l'Est, en particulier en Ukraine. Mais là, ça prend des proportions indécentes. Il y a eu ce phénomène des oligarques en Ukraine, comme il y a eu en Russie dans les années 90. Le problème, c'est qu'en Russie, ils ont été matés et, je dirais, soumis par Vladimir Poutine. Et pour ceux qui ont refusé de se soumettre, ils en ont subi les conséquences, soit avec un exil, soit avec de la prison. Mais en Ukraine, il n'y a jamais eu ce mouvement je dirais, de rétorsion et de matage, si je puis m'exprimer ainsi, des oligarques ukrainiens. Et donc, ils ont toujours pu faire ce qu'ils voulaient faire, absolument sans problème. Donc c'est vrai que ce premier ras-le-bol ukrainien, il est monté après Maïdan et précisément il a permis à Volodymyr Zelensky, qui était un petit peu l'amuseur, l'humoriste, la personne qui venait à la politique sans en être un professionnel, et bien d'être élu. Le problème, c'est que, alors dans un premier temps, il y a eu quelques mesures un petit peu de maquillage. On a cru que l'Ukraine, je dirais, allait progresser en matière de lutte anticorruption. Mais tout ça n'est resté finalement que des lois qui ont été promulguées, qui ont été votées, mais sans réelle mise en application. Et le problème de la guerre en Ukraine, c'est que cette guerre en Ukraine est venue briser un petit peu cette timide tentative je dirais, de remise en ordre du droit et des finances ukrainiennes, par au contraire une explosion de la corruption.
explosion de la corruption, parce qu'évidemment, en temps de guerre, il y a je dirais, tout est un peu permis, mais surtout, l'Ukraine qui n'a pas les moyens de faire cette guerre par elle-même, l'Ukraine qui était un pays en banqueroute, qui était un pays surendetté, qui était un pays sous perfusion du Fonds monétaire international, eh bien, a reçu comme une aubaine des milliards et des milliards, des centaines de milliards d'euros, d'abord de l'administration américaine sous Biden et puis de l'Union européenne. Cet apport financier de la part des Occidentaux ne s'est pas accompagné de mesures de contrôle sur l'utilisation des fonds. Je dirais les Occidentaux ont fait un chèque en blanc à Zelensky qui a pu, je dirais, utiliser cet argent comme il le voulait, sans donner de gages, donner de garanties, donner de procédures de contrôle sur l'utilisation de ces fonds. Et donc, ça donne, à la surprise des Européens qui feignent d'être naïfs, d'être candides, de ne pas comprendre, ça donne une corruption catastrophique. Là, je dirais, c'est une toute petite partie immergée de la partie immergée de l'iceberg. Le principal reste encore à découvrir, si on peut le découvrir un jour. Donc, dans le passé, on a déjà eu beaucoup de tentatives, enfin beaucoup d'affaires de corruption qui ont commencé à faire tâche parce que ces affaires de corruption, c'était soit d'abord, dans un premier temps, ça concernait des fonctionnaires régionaux, des directeurs d'administration, des gouverneurs. C'était surtout lié à la conscription, c'est-à-dire que pour qu'un conscrit dont le papa avait de l'argent n'aille pas servir sur le front, eh bien, il y avait une somme à payer pour éviter d'être enrôlé dans l'armée. Et ça a permis comme ça des dizaines de millions d'euros de corruption sur les fonctionnaires qui étaient en charge de ce recrutement. Mais progressivement, on arrive sur des sujets beaucoup plus sérieux, sur des montants beaucoup plus sérieux. Jusque-là, on était sur quelques centaines de milliers d'euros, quelques millions d'euros, ce qui est déjà énorme pour les Ukrainiens, mais on était, je dirais, sur on était encore petit bras, si je puis dire. Là, sur le scandale qui concerne l'entourage proche de Zelensky, on est sur au moins une centaine de millions d'euros, et c'est ce qu'on a tout juste découvert. Donc, ça pose le problème effectivement de l'entourage de Zelensky, ça pose le problème de l'absence de contrôle total, notamment dans un secteur sur lequel les Ukrainiens souffrent, c'est-à-dire que ces gens se sont fait de l'argent alors que les Ukrainiens, à l'approche de l'hiver, doivent payer les conséquences de cette guerre en Ukraine et des bombardements russes. Il y a des problèmes dans l'approvisionnement en eau, mais aussi en électricité et surtout en chauffage. Voilà, donc ça tombe au plus mauvais moment pour Zelensky. Par contre, ce que ça veut dire, c'est qu'effectivement, on peut, avec, je dirais, le ministre de la Justice et l'ancien associé de Zelensky, on peut arriver à des systèmes de corruption sans que le patron, c'est-à-dire le président ukrainien, ne soit au courant. Ça paraît quand même assez gros. Ce qui paraît aussi assez gros, c'est que ce Timur Mindic, le corélégionnaire de Zelensky, a réussi à partir avant que les arrestations aient pu être lancées et que le ministre de la Justice a démissionné. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le travail de l'administration qui est en charge de la lutte anticorruption, le NABU, que le président Zelensky a essayé de mettre sous tutelle pour en fait le faire taire, n'a pas amené son enquête à trouver des éléments à charge contre des proches du président, mais que miraculeusement, en fait, le président Zelensky a réussi ou bénéficie finalement d'un amoindrissement de l'affaire, puisque le ministre n'a pas été limogé, il a démissionné avant que le scandale éclate, juste avant, et son ancien associé a réussi à prendre la fuite vers un pays étranger. On regardera si on trouve le pays étranger, ça pourrait être intéressant de trouver la destination. Mais tout ça, je pense, l'idée dans cette manœuvre d'évitement, c'est devant un scandale qui apparaît comme inévitable, puisque le NABU, devant la mobilisation populaire, qui a contesté le choix de Volodymyr Zelensky il y a 3 mois de mettre le NABU, cette administration anticorruption, sous sa tutelle pour en fait la faire taire, eh bien, finalement, on voit que la manœuvre, c'est de diminuer le plus possible, de réduire le plus possible l'impact de ce scandale. Ce qui est aussi intéressant à noter, c'est que cette administration, le NABU,
ayant retrouvé son autonomie, réussit à faire quand même un travail intéressant. Et il est vraisemblable qu'au sein de la société ukrainienne, au sein de l'administration ukrainienne, peut-être avec le soutien des Américains, il y a quand même une partie je dirais, de l'élite ukrainienne qui se rend peut-être compte que Zelensky est allé trop loin et qui ne veut pas être embarqué dans tous ces scandales, qui ne veut pas en prendre la responsabilité et qui, devant le soutien populaire sur cette lutte anticorruption et d'ailleurs devant le ras-le-bol généralisé de la guerre, eh bien, commence à prendre les choses en main. Et finalement, il y a peut-être une guerre interne entre Zelensky et ses sbires, son entourage, et cette autorité anticorruption, ce qui explique pourquoi d'un côté le scandale éclate et pourquoi de l'autre, je dirais, les principaux protagonistes, je dirais, bénéficient d'un impact qui en fait est moindre que ce qu'il aurait pu être si le NABU avait pu procéder à des arrestations, comme ça a déjà été le cas d'ailleurs dans le passé. Tous ces fonctionnaires régionaux dont je parlais il y a un instant ont été arrêtés avec des forces spéciales de la police qui débarquaient dans les appartements, de l'argent qui était saisi, etc. Là, ça n'a pas pu être fait. Voilà. Donc, je n'ai pas la réponse définitive, mais c'est vraiment extrêmement intéressant de voir que Volodymyr Zelensky, dont la presse émirati a révélé qu'il y a 4 mois, je crois, qu'il s'était acheté 4 étages, 4 appartements dans le Burj Khalifa. Le Burj Khalifa, c'est la plus grande tour à Dubaï. 4 appartements mis au nom de sa mère, eh bien, commence à être inquiété. Et comme par hasard, qui est impliqué? Bon, le ministre de la Justice, on pourrait dire ça peut arriver, mais qui est impliqué? Son ancien associé dans la boîte de production, où il officiait à la fois comme producteur, comme réalisateur d'émissions, mais aussi comme comédien à talons aiguilles. D'ailleurs, à Moscou, Volodymyr Zelensky doit une partie de sa fortune assez chaud en talons aiguilles dans la capitale moscovite sur le Comedy Club, qui est une émission en fait humoristique. Voilà. Alors, autre question, le général français et député européen Thomas Gommard a dénoncé une fédéralisation à bas bruit qui utilise la guerre en Ukraine pour ce faire. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Oui, et si on veut lier avec la question précédente, on peut dire que devant ces scandales de corruption, que les Européens n'ont pas vu venir ou devant lesquels ils ont fermé les yeux, en gros en disant, écoute, Volodymyr Zelensky est quand même extrêmement courageux, on peut lui laisser faire ce qu'il veut, hein, c'est la guerre, donc il gère son argent comme il l'entend. Devant cette montée des scandales, devant les difficultés de l'armée ukrainienne dans l'est du pays, la politique de l'Union européenne, de Van der Leyen et de ses principaux soutiens, c'est-à-dire Merz, l'Allemand, et Macron, le président français, eh bien, décide en fait, de durcir la position de l'Union européenne, c'est-à-dire toujours plus d'argent, toujours plus d'aide, toujours à l'Ukraine, toujours plus de sanctions sur la Russie, une position toujours plus radicale, et de l'autre côté, une opportunité avec cette guerre en Ukraine, et c'est une des raisons pour laquelle, à mon sens, il pousse Volodymyr Zelensky à la guerre toujours plus, c'est la fédéralisation des pays de l'Union européenne. Le rêve de Van der Leyen et d'Emmanuel Macron, c'est d'être la reine et le roi d'un ensemble en fait qui sans frontières, bon c'est déjà le cas, mais en fait d'un grand ensemble européen dans lesquels les principales administrations soient des administrations européennes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une diplomatie européenne. Aujourd'hui, elle existe un peu sur le papier, mais dans les faits, elle n'existe pas. Chaque pays a quand même un ministère des Affaires étrangères qui fonctionne. Une armée européenne, ça n'existe pas. Et, par exemple, une agence de renseignement européenne, ça n'existe pas non plus. Ça, c'est le rêve de ces gens, de ces gouvernants, pour qui, en fait, la société libérale ne devant faire face à aucun obstacle, leur rêve étant la mondialisation heureuse et le cosmopolitisme, eh bien, c'est finalement devant le réveil souverainiste, devant le réveil patriote, devant le réveil des peuples qui en ont ras-le-bol de la guerre en Ukraine, mais aussi de l'immigration, de l'insécurité, des impôts, etc., eh bien, décident, via cette guerre en Ukraine,
en fait, d'avancer à marche forcée vers le fédéralisme européen. Et pourquoi la guerre en Ukraine leur offre une opportunité? D'abord, je le disais, parce qu'ils se sentent en danger, parce que les peuples sont en train de se réveiller. D'autre part, parce qu'il est très facile d'expliquer, enfin, ils croient qu'il est très facile d'expliquer aux opinions publiques qu'il faut fédéraliser l'Europe et que finalement les États-nations sont des vieilleries qu'il faut dépasser, en expliquant, ils peuvent le faire, ils pensent pouvoir le faire, en expliquant que la guerre en Ukraine nécessite une Europe plus forte, une fédéralisation, car l'Europe est menacée par une invasion russe, ce qui est tout à fait grotesque. Alors, il y a deux hypothèses pour les gens qui parlent de ça. Soit ce sont des crétins, il y en a beaucoup, soit ce sont des naïfs, soit ce sont des menteurs, soit c'est un combo des trois. Ça arrive aussi, on en voit souvent. Qui peut croire que la Russie a pour projet d'envahir Paris ou Berlin, ou a les moyens d'envahir Paris ou Berlin? Absolument personne. Les gens sérieux, peut-être les gens normaux, pas les idéologues, tout le monde sait, tous ces gens savent que l'armée russe, même s'il y avait une volonté russe qu'il n'y a pas, aucun Russe ne rêve d'envahir Paris et d'avoir à gérer le problème des banlieues à Marseille, des narcotrafics, etc., ou de Londres avec ces dizaines de milliers de Pakistanais, de gangs de Pakistanais, de bêtes sauvages à gérer. Aucun Russe ne veut le faire. Et surtout, plus important, en admettant que les Russes veuillent aller à Paris, ils n'en ont pas les moyens. Puisqu'on le voit bien dans le conflit en Ukraine, ils ont les moyens de mener la guerre en Ukraine, ils ont peut-être les moyens de la gagner. Jusqu'où d'ailleurs on ne sait pas, c'est une question qui reste en suspens, on ne sait pas très bien jusqu'où veulent aller les Russes, ce sera certainement en fonction des opportunités. Et disons qu'en Ukraine, ils ont les moyens de faire cette guerre, peut-être de la gagner, certainement de la gagner, mais cette guerre, elle coûte très cher aux Russes. Elle coûte très cher financièrement, elle coûte très cher en armes, elle coûte très cher parce que la Russie est un pays sursanctionné et il y a un impact des sanctions quand même qui est réel sur l'économie russe, il ne faut pas le cacher. Et donc, aller au-delà de l'Ukraine, pousser au-delà de l'Ukraine, c'est totalement impossible pour les Russes. Et je le redis, les Russes ne le veulent pas. Donc, les dirigeants européens qui le savent très bien brandissent cette fausse menace pour en réalité pousser un agenda mondialiste, un agenda fédéraliste, et pour mettre l'Europe en coupe réglée. Et d'ailleurs, je le dis, on va certainement enquêter et pousser sur ce sujet des institutions européennes et de la politique d'Ursula von der Leyen. On a déjà fait un documentaire sur qui est Ursula von der Leyen quand on a lancé Omerta. On a fait ce premier documentaire qui est un excellent documentaire sur la biographie, les origines et la nature de l'idéologie d'Ursula von der Leyen. Nos auditeurs peuvent le retrouver sur l'application. Mais on va pousser encore parce que l'Union européenne fait preuve d'incompétence dans ses choix financiers, dans l'argent qu'elle donne à l'Ukraine, et elle fait preuve d'une idéologie catastrophique, mortifère et anti-patriote et contre les nations, et au contraire pour le cosmopolitisme et le mondialisme dans la gestion qu'elle fait des institutions européennes et dans ce qu'elle nous prépare. Voilà, donc cette histoire n'est pas terminée, mais ça se durcit de plus en plus. Alors justement, pour revenir sur Emmanuel Macron, ce dernier est censé rencontrer le président Zelensky aujourd'hui à Paris. Que va-t-il se passer selon vous? Déjà, il y a quelque chose qui est tout à fait prévisible, c'est qu'ils vont s'embrasser, ils vont se toucher. Donc, comme Emmanuel Macron est quelqu'un de tactile et qu'il prend Volodymyr Zelensky pour un héros, d'abord, il va y avoir contact physique. Ça permet à Emmanuel Macron, qui s'est fait voler un peu la vedette sur la scène internationale par Volodymyr Zelensky. Avant la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron était le jeune premier, le jeune président dynamique, etc. Volodymyr Zelensky lui a volé la vedette. Donc, il est passé au second rôle. Et vous savez qu'Emmanuel Macron aime beaucoup le théâtre, et Brigitte aussi. Là, finalement, Macron, qui est en difficulté sur la scène nationale, qui a tout échoué, sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan sécuritaire, sur le plan migratoire, sur le plan international. Et c'est un petit peu, pense-t-il, de se refaire avec Zelensky à ses côtés. Parce que Zelensky, en fait, Emmanuel Macron est pris dans une espèce est dans un monde un peu parallèle, et il pense que, peut-être, certainement, que les Français font de l'aide à l'Ukraine, du soutien à l'Ukraine, quelque chose
en fait, de positif, de bienveillant, et que finalement, c'est un peu à la mode. Et donc, avoir Volodymyr Zelensky à côté, c'est un peu reprendre cette figure du chef militaire qu'il aime bien prendre en faisant des déclarations. Je suis sûr qu'il va utiliser le terme robuste. Robuste, c'est un terme qui ne lui sied pas, hein, ni intellectuellement, ni moralement, ni mentalement, ni physiquement. Mais il adore l'utiliser parce que finalement, il aime se glisser dans la peau de ce personnage viril de chef militaire qui décide, aux côtés de son ami Zelensky. En réalité, je pense qu'on est encore dans de la communication. Zelensky sent que son opinion publique commence à vaciller. Les mauvaises nouvelles s'accumulent sur le front. Même si l'armée ukrainienne tient encore, il y a quand même des gros signes de faiblesse par endroits qui vont pouvoir faire progresser les Russes. Et il n'a plus l'allié américain qu'il avait avec Joe Biden. Et je crois qu'il sent bien que cette histoire de guerre en Ukraine risque de fatiguer les opinions publiques européennes. Il voit la poussée des droites conservatrices en Europe, qui ne sont pas anti-ukrainiennes, mais qui sont beaucoup plus réservées que ce que ne peuvent l'être dans le soutien à l'Ukraine que ce que peuvent l'être Van der Leyen, Macron et les autres. Et donc, je pense qu'il est en tournée, comme il le fait régulièrement, pour soigner son image et jouer encore aux mendiants pour récupérer de l'argent. Et on sait aujourd'hui, ce qui est problématique pour lui, c'est que quand il vient demander de l'argent, aujourd'hui, tout le monde sait qu'une partie de cet argent termine dans les poches de ses amis et de son ancien associé. Voilà, donc voyage, à mon avis, très compliqué. Et Macron, je pense, aura le sourire béat, le sourire amoureux en regardant son homologue, très certainement. Et pour terminer cette émission, Charles, est-ce que vous pourriez faire un point sur la situation du front en Ukraine? Alors, l'état du front en Ukraine, c'est intéressant parce que ça bouge chaque jour un peu plus. Et d'ailleurs, ça désespère les experts de plateaux de télévision, les propagandistes pro-ukrainiens. C'est qu'après avoir expliqué pendant des mois que les Russes n'arrivaient pas à prendre Pokrovsk et que Pokrovsk n'avait aucun intérêt stratégique, aujourd'hui, il manque aux Russes 2 kilomètres pour fermer totalement la nasse dans laquelle se trouve à la fois Pokrovsk, mais aussi la ville de Myrnograd. Pourquoi, contrairement à ce qui a été dit, à ces mensonges ou à ces gens qui ne comprennent rien à ce qui se passe sur le terrain, parce que, un, ils n'en ont pas les compétences, deux, ils refusent d'y mettre un pied, c'est parce que dans cette poche, avec ces deux villes, on est sur une agglomération urbaine, on peut dire, parce que les villes sont assez proches, de plus de 100 000 habitants, dans laquelle les Ukrainiens ont engagé de très bonnes brigades d'infanterie mécanisée, aussi des conscrits, mais vraiment de très bonnes brigades et beaucoup de matériel pour pouvoir tenir ces deux villes. Pas tellement parce que je dirais, il fallait tenir coûte que coûte. L'objectif, c'était de freiner le plus possible les Russes, parce qu'après la ville de Pokrovsk, après la ville de Myrnograd, eh bien, il y a une autoroute, en fait, si on peut dire, qui s'ouvre pour les Russes jusqu'au Dniepr, dans laquelle il va être très compliqué pour l'armée ukrainienne de bloquer l'armée russe, peut-être de la freiner un peu, simplement parce qu'il y a de la plaine, il n'y a plus d'agglomération urbaine, il n'y a plus de bâtiments, il n'y a plus d'immeubles sur lesquels accrocher une défense efficace. Les Ukrainiens arrivent à freiner les Russes dans ces zones urbaines du Donbass, ces zones industrielles du Donbass, parce que d'abord, effectivement, les Ukrainiens ont des drones, mais surtout parce que les Ukrainiens bénéficient des bâtiments du contexte urbain qui permet aux soldats ukrainiens d'attendre en position défensive dans des immeubles soviétiques qui sont en béton armé, qui ont des caves, et d'être assez bien protégés. Et ce qui complique évidemment la tâche des Russes, qui eux doivent prendre d'assaut ces bâtiments. Donc c'est la raison pour laquelle les Russes y vont avec parcimonie et avec l'aide de drones, mais ils vont, en faisant attention. Et c'est la raison pour laquelle les Ukrainiens arrivent à freiner les Russes. Voilà. Ceci étant, comme à Mariupol, si l'encerclement et les 2 kilomètres restants sont pris et l'encerclement est réalisé, il sera impossible aux soldats ukrainiens de pouvoir tenir bien longtemps. Ça me rappelle le cas de Mariupol que nous avons couvert durant la bataille. Il y avait dans Mariupol un contingent ukrainien très important,
de plusieurs dizaines de milliers d'hommes, constitués par des conscrits de la garde nationale, mais surtout par d'excellentes formations, comme la 36e brigade d'infanterie de marine et aussi le régiment Azov, qui se sont bien battus. Ils ont résisté aux Russes. Le problème, c'est que quand les Russes ont achevé d'encercler la ville, au bout de quelques semaines, avec ces milliers d'hommes, ces milliers de soldats ukrainiens présents dans la ville, dans les fortifications, ils ne pouvaient plus être approvisionnés, ni en vivres, ni en eau, ni en munitions, ni en médicaments. Et donc, je dirais, comme dans tout siège, il y a un moment où quand il n'y a plus de ravitaillement, les assiégés finissent par se rendre ou par mourir. Et c'est exactement ce qui va se passer pour les soldats des garnisons ukrainiennes de Pokrovsk et de Mirnograd. Il leur reste encore une toute petite fenêtre pour sortir de Pokrovsk, sachant que la route est sous le feu des Russes, des drones russes et de l'artillerie russe en permanence. On pourrait évidemment imaginer que les Russes laissent sortir les garnisons ukrainiennes, mais en réalité, vu la manœuvre russe en ce moment, il est fort probable que les Russes veuillent anéantir les forces ukrainiennes, le matériel ukrainien, mais aussi les brigades ukrainiennes, soit en les détruisant purement et simplement, soit en les forçant à se rendre et en prenant des milliers de prisonniers ukrainiens. Et évidemment, là, on s'approche non seulement d'une défaite militaire, c'est une question de quelques jours, voire de quelques semaines maximum, mais aussi et surtout d'une défaite politique, d'une défaite communicationnelle pour les Occidentaux, parce que dans un premier temps, on nous a expliqué que ces deux villes n'avaient aucun intérêt, mais en réalité, et ils le savent très bien, sauf à être des crétins, ce qu'ils peuvent aussi être, la prise de ces deux villes va accélérer encore la pression sur l'armée ukrainienne, va ouvrir de nouvelles possibilités à l'armée russe vers le nord en direction de Kramatorsk et Slaviansk, ces deux derniers bastions ukrainiens dans le Donbass, mais aussi vers l'ouest en direction de Dnipropetrovsk, en direction du fleuve et en direction de Kiev. Il faut le dire aussi. Les Russes, s'ils en ont les moyens, et j'ai l'impression qu'ils en ont encore les moyens, dans cette guerre, sont des opportunistes. Et en réalité, comme les Ukrainiens ont refusé de faire des concessions, eux, je pense, les Russes ne s'interdisent absolument rien. Et s'ils ont la possibilité de pousser vers l'ouest et d'ouvrir d'autres points de pression sur l'armée ukrainienne, eh bien, ils le feront. Voilà. Donc la situation est grave pour l'armée ukrainienne. Soulignons quand même que les soldats ukrainiens se battent avec l'énergie du désespoir. Ils se battent bien, ils se battent courageusement. Mais malheureusement pour eux, l'argent occidental et les matériels occidentaux ne suffisent pas à compenser la masse de l'armée russe, renforcée par des régiments, par une armée de volontaires qui viennent de Corée du Nord, de Chine et d'un peu partout, et aussi par l'aide financière, logistique, économique fournie par les pays des BRICS et le soutien politique fourni par les pays des BRICS. Tout ça, malheureusement pour l'Ukraine, elle n'arrive pas à compenser. Et aussi, contrairement à la population russe, l'Ukraine a maintenant un problème interne. On en parlait avec la corruption, on en parlait avec les problèmes de mobilisation, et qu'il y a cette pression russe qui vient de l'Est, mais il y a aussi une faille, une fêlure interne à la société ukrainienne. Et c'est peut-être là le danger, je dirais, réel pour Volodymyr Zelensky. C'est que si la population ukrainienne se fissure, continue de se fissurer, et qu'il y a une opposition qui se forme, eh bien, Volodymyr Zelensky aura de très gros soucis à se faire, non seulement pour conserver le pouvoir, mais aussi pour sa propre survie personnelle. Voilà, donc à suivre, mais je crois qu'en ce moment, et c'est d'ailleurs la météo aussi le permet, on peut terminer sur cette météo, c'est que dans ces temps de brouillard, en réalité, à l'approche de l'hiver, c'est le temps idéal pour les offensives de l'armée russe. Et donc, le tempo des opérations risque de s'accélérer fortement. Et évidemment, on va suivre ça quotidiennement chez Omerta. Merci beaucoup, Charles, pour cette émission. Merci Joséphine, merci à tous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. C'est vraiment très important. Je compte sur vous. Merci à tous d'avoir regardé cette émission et je vous dis à très bientôt.